1942. La Deuxième Guerre mondiale entre dans sa 3e année. Les nazis saccagent l'Europe. Les Britanniques subissent défaite sur défaite. Ils veulent une victoire à tout prix, n'importe où. Deux des généraux les plus charismatiques de l'histoire, l'Allemand Irving Rommel et le Britannique Bernard Montgomery, vont se disputer âprement une bande de désert africain. Bien qu'éloignés de plusieurs kilomètres, les deux généraux sont présents en pensée à la même table. Deux généraux contemporains, spécialistes et vétérans de la guerre du désert, vont analyser les tactiques de Rommel et de Montgomery. Une équipe d'experts militaires va comparer leurs armes et leurs puissances de feu respectives. Nous allons savoir comment la bataille d'El Alamein a été gagnée. En février 1941, Hitler envoie le général Irving Rommel en Afrique du Nord pour y diriger les combats contre les Britanniques. Le désert libyen est une sorte d'exil pour ce général, à la fois brillant et indiscipliné. Rommel n'hésite pas à enfreindre les règles et à prendre des risques. Toute occasion est bonne à prendre et chaque menace est aussi une occasion à saisir. Le général de corps d'armée, John Kisely, est l'un des généraux britanniques les plus gradés. Il a lui-même commandé des chars au combat dans le désert. Il est fasciné par Rommel. C'est un chef très charismatique. Il donne ses ordres depuis le front. Il n'obéit pas aux ordres lorsqu'il ne les approuve pas, même s'il y a des exceptions. Rommel change parfois ses plans très rapidement. La mission de Rommel consiste à revitaliser l'armée italienne qui se bat contre les Britanniques en Égypte et en Libye. Les alliés des Allemands sont presque anéantis. Hitler confie à Rommel un nombre réduit d'hommes et de chars pour défendre ce qui reste de l'armée de Mussolini. Mais Rommel, l'impulsif, ignore ses ordres et lance immédiatement une offensive. Moins de 2 jours après son arrivée en Afrique du Nord, Rommel lance ses troupes en avant au contact de l'ennemi à 450 km plus à l'est. Rommel est là et les survole dans un petit avion. Il sait que ce qui compte quand on fait la guerre, c'est de prendre l'initiative et de la garder. Le style de Rommel s'apparente au blitzkrieg, la guerre éclair. On attaque par surprise, on manœuvre toujours pour trouver le point faible de l'ennemi avant de l'encercler et de l'anéantir. Les meilleurs généraux ont une certaine intuition, un certain instinct. Rommel en a à revendre. Le blitzkrieg de Rommel prend les Britanniques à contre-pied et son armée hétéroclite les chasse de Libye. Ce don de Rommel pour les raids audacieux remonte à la Première Guerre mondiale. Il lui a valu une croix de fer pour son courage. Il est devenu chef des gardes du corps de Hitler, ce qui lui a permis de gagner la confiance du Führer. En dehors de l'armée, Rommel n'aime que 2 personnes, son jeune fils et sa femme Lucie. Il lui écrit chaque jour quand il le peut. À travers ses lettres, on devine que sa femme est pour lui la personne la plus importante au monde. Il lui confie ses réflexions les plus personnelles sur la guerre et les combats. 3 avril 1941, ma très chère Lucie. Nous attaquons depuis le 31 avec une réussite insolente. J'ai pris ce risque en dépit des ordres et des instructions, car l'occasion me paraissait favorable. Les Britanniques tombent les uns sur les autres dans leur fuite. Nos pertes sont faibles et nous n'avons pas encore estimé notre butin. Tu comprendras que la joie m'empêche de dormir. Le butin de Rommel se trouve à l'est. Il veut passer en force à travers l'Égypte, traverser le canal de Suez et prendre le contrôle des champs pétrolifères qui se trouvent au-delà. Les Britanniques disposent de la supériorité aérienne.
Rommel doit donc les battre sur la terre ferme. Il trouve son inspiration grâce à un canon anti-aérien, comme le raconte un ancien commandant de char, Chris Pinsway. Voici le flak de 88 mm. C'est un canon anti-aérien à cause de sa grande cadence de tir et sa grande vélocité en sortie de canon. Rommel a découvert qu'en baissant le canon, on pouvait toucher des cibles au sol avec une précision incroyable à plus de 2 km. C'est-à-dire que l'on pouvait abattre non seulement des avions, mais aussi des chars. Les Allemands disposaient à présent d'une arme anti-char plus rapide et plus efficace que tout ce qu'ils avaient connu avant. Que pouvaient lui opposer les Britanniques ? Un médiocre canon. Sidney Holford conçoit des explosifs pour l'armée. Nous lui avons demandé de comparer la puissance de feu des canons allemands et britanniques. Commençons par le canon britannique. Ce sac plastique contient 100 grammes de poudre. Cela représente la puissance de l'obus du petit canon anglais. Mise à feu! 5, 4, 3, 2, 1. Ce n'est pas très spectaculaire. Il s'est légèrement soulevé, mais il n'a pas daigné décoller. À présent, le canon de 88 qui tire un obus plus lourd à une vitesse bien plus élevée. Ce sachet contient 1,7 kg de poudre et un détonateur. Il y a là exactement 17 fois plus de poudre que dans le sachet précédent. Cela représente le canon allemand. Mise à feu! 6 mètres. Ça me plaît. Celui-ci est sacrément plus puissant. Dès que le 88 apparaît, il domine le champ de bataille. Il est le roi incontesté du désert. Grâce à ses canons puissants, Rommel peut improviser de nouvelles tactiques contre les Britanniques. Il les attaque avec ses panzers, fait semblant de se retirer et attire leurs chars vers un mur de canons retranchés qui les détruisent. Les tactiques imaginatives de Rommel sont payantes. Le front avance et recule durant plusieurs mois, mais Rommel reprend finalement le contrôle de la Libye aux Britanniques. Hitler, ravi, nomme Rommel maréchal. Même l'ennemi est impressionné. Le Premier ministre britannique Winston Churchill qualifie Rommel d'adversaire audacieux et talentueux et de grand général. Pressé de vaincre, Rommel continue les combats vers l'Est. En juin 1942, les Britanniques sont repoussés vers la petite gare tranquille d'El Alamein, où ils se retranchent. Rommel est alors persuadé que les Britanniques sont totalement vaincus et affolés. Comme à son habitude, Rommel se précipite pour essayer d'enfoncer le front d'El Alamein. Il veut passer alors que ni lui ni l'ennemi ne sont entièrement prêts. Il pourrait alors atteindre le Caire en quelques jours. Mais les Britanniques réussissent à tenir El Alamein. Les combats connaissent alors un répit. Sidéré par la progression de Rommel, Winston Churchill prend un avion pour le désert. Il décide qu'il faut un nouveau commandant à la 8e armée. En 18 mois sur le sol africain, Rommel a usé 3 commandants britanniques et traversé à toute vitesse 1200 km de désert. Mais il va maintenant trouver un adversaire à sa mesure. Un opposant prêt à jouer carte sur table.
En août 1942, le général britannique Bernard Montgomery arrive en Afrique l'esprit très combatif, prêt à faire la bringue, comme il dit. Sa mission consiste à anéantir le maréchal Rommel, surnommé le renard du désert. Montgomery était un homme de petite taille. Il était irritable. Et je pense qu'il était légèrement inadapté par certains côtés. Il faisait partie de ces gens exaspérants qui ont toujours réponse à tout. Il était du genre, si vous aviez une discussion avec lui, à ne jamais lâcher comme un fox terrier, avant d'être certain d'avoir le dessus. Le major général Patrick Cordingley a commandé des chars britanniques durant la première guerre du Golfe. Montgomery est l'un de ses héros d'enfance. Il était venu dans mon école pour la remise des prix. À la fin de son discours, il a offert un livre pour notre bibliothèque en disant que c'était un bon livre, car il l'avait écrit. Comme Rommel, Montgomery est un militaire de carrière. Il ne brille pas dans les grandes manœuvres audacieuses, mais dans la préparation et l'entraînement. Seule sa femme peut le distraire du travail. Il est également un mari dévoué, mais elle meurt subitement. Il est accablé par le chagrin comme il l'écrit dans ses mémoires. J'étais totalement abattu. Mon âme hurlait de douleur. J'avais l'impression d'être cerné par les ténèbres et privé de toute ma vitalité. Il se retrouve avec un fils auquel il ne se consacre pas beaucoup, parce qu'il est bien décidé à arriver au sommet de sa carrière. Il est comme ça. Montgomery est peu connu lorsqu'il est nommé commandant des forces britanniques de l'Alamein. Il sait qu'il est l'homme de la situation, mais Churchill est moins confiant. Il y a eu un moment extraordinaire lorsqu'il a été désigné contre l'avis de Churchill. Churchill ne pensait pas vraiment qu'il réussirait, mais il a été nommé commandant de la 8e armée et il savait qu'il en était capable. Le lendemain de son arrivée dans le désert, Montgomery réunit ses officiers supérieurs qui sont démoralisés. Il leur annonce qu'ils ne reculeront plus. Nous allons nous battre ici. Si nous ne pouvons pas rester ici vivants, nous y resterons morts. Nous allons en finir une bonne fois pour toutes avec ce Rommel. Personne ne discutera mes ordres. Inutile de pleurnicher. Nous allons faire ce que je dis et c'est tout. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez démissionner. Et du coup, le moral a pris un coup de fouet. Montgomery sait que le moral est un élément essentiel. Ces hommes ont une meilleure opinion de Rommel que de leur propre chef, moins audacieux. Le bidas britannique respecte Rommel, le renard du désert, comme il n'a jamais respecté un ennemi depuis Napoléon peut-être. C'est une situation très intéressante psychologiquement, car il pense quelque part que Rommel est imbattable, que le renard du désert est un surhomme qui peut sortir quelque chose de son chapeau à chaque instant. Montgomery doit maintenant briser l'ascendant psychologique du renard du désert sur ses hommes. Il est persuadé qu'il doit montrer qu'il est meilleur général que Rommel. Il se rend compte qu'il peut se transformer en personnage public, ce qu'il fait en toute connaissance de cause. Montgomery adopte le béret du tankiste de base. Ses soldats adoraient son béret, avec son insigne de général et celui du Royal Tank Regiment. Tout le monde reconnaissait Montgomery. Il était en train de créer son statut de célébrité et son mythe. Ce mythe a évidemment grandi. C'est lui l'homme. C'est le grand patron qui va battre Rommel. Les soldats qui se battaient pour lui étaient les hommes de Monty, et la confiance est revenue au sein de la 8e armée. Montgomery étudie les tactiques de son ennemi. Il est étonné de découvrir que l'impulsif Rommel devient prévisible. Rommel a plusieurs options. La première consiste à rester sur la défensive et à sécuriser son approvisionnement avant d'attaquer El Alamein. La seconde consiste à tenter une percée.
Rommel, bien évidemment, choisit celle-ci. C'est la bataille d'Alam el-Alfa. Montgomery pense que Rommel attaquera par la crête d'Alam el-Alfa, près d'El Alamein. Il place ses chars sur cette crête et les y retranche. Il sait que Rommel utilisera sa manœuvre préférée, déborder l'adversaire en envoyant ses troupes au sud pour attaquer ensuite par derrière. Il laisse donc une division blindée à cet endroit qui harcèlera Rommel s'il choisit son itinéraire habituel. À Alam el-Alfa, Montgomery a décidé en fait de combattre d'une manière plutôt statique. C'est une rupture avec le passé. Les chars pouvaient alors partir pour tenter de déborder Rommel. Comme le disait Montgomery, je veux que mes chars se retranchent pour attendre l'ennemi. Et alors, si nécessaire, nous pourrons manœuvrer. Mais essayons d'abord de les battre en position statique. Ce qui était une nouveauté. Comme Montgomery l'avait prédit, Rommel décide de manœuvrer par le flanc. Il compte sur une attaque surprise pour prendre l'adversaire à contre-pied. L'attaque de Rommel commence mal. Ses panzers sont attaqués depuis les airs et par les chars de Montgomery. Une tempête de sable éclate. Elle ralentit la progression de Rommel qui perd l'effet de surprise. Il décide d'abandonner son grand mouvement de contournement de la crête pour une attaque frontale. Montgomery ne saisit pas cette occasion de contre-attaquer. Il attend. Les chars de Rommel sont dangereusement exposés alors qu'ils tentent de gravir la crête sous le feu des Britanniques. Rommel est contraint de se retirer. Ce cochon ne veut pas attaquer, se plaint-il. Rommel découvre le style de Montgomery. Il a une piètre opinion du Britannique. Il le trouve trop prudent. En effet, à plusieurs occasions au cours de la bataille d'Alam el-Alfa, Rommel commet de terribles erreurs et pense que Montgomery va saisir ces occasions pour lancer une contre-attaque. Mais cela ne se produit pas. Montgomery refuse de repousser Rommel après Alam el-Alfa. Cela ne figure pas dans son plan de bataille. Il fallait résister à la tentation de foncer à l'attaque. Mon intention était de reconstruire le front et de préparer avec méthode et à ma manière la future grande offensive. Mais Churchill veut que Montgomery contre-attaque immédiatement. Churchill subissait beaucoup de pression et son autorité était remise en question. Il voulait une victoire dans le désert occidental et il tenait beaucoup à une offensive rapide dans le secteur d'El Alamein. Avec cette pression politique, il devait être très difficile de ne pas céder. Mais Montgomery campait sur ses positions. La 8e armée n'était pas prête et n'attaquerait qu'une fois prête. Il a dit « Nous ne sommes ni entraînés ni prêts. Nous allons nous entraîner pendant des semaines et quand j'estimerai que nous sommes prêts, alors nous attaquerons. » La forme physique d'une armée est l'un des facteurs les plus importants de la victoire. Montgomery soumet ses hommes à un programme d'entraînement rigoureux. Combattre en forme pour combattre. Ces hommes vont devenir en forme pour combattre. Mais les troupes allemandes et italiennes de Rommel tombent comme des mouches. Très chère Lucie, j'ai enfin réussi à prendre un bain et à me changer après avoir dormi le plus souvent tout habillé ces dernières semaines. Mes officiers supérieurs, qui ne sont ni morts ni blessés, sont malades. Je serai bientôt le seul officier allemand à avoir connu toute cette aventure du début à la fin. Les hommes payent ces longs mois de combat dans le désert. Les soldats de Rommel sont presque 3 fois plus malades que ceux de Montgomery. D'où vient cet énorme avantage des Britanniques? L'historien militaire Andy Robert Shaw croit connaître l'arme secrète britannique à l'origine de cette supériorité.
L'armée britannique était obsédée par les règlements sur les installations sanitaires. Les règles sur la manière d'aller aux toilettes sont extrêmement importantes. La manière de procéder, comment nettoyer ensuite. Il faut commencer par creuser aussi profond que possible pour que les matières descendent loin, car le trou se remplira très vite. Nous avons maintenant des toilettes prêtes à l'usage. C'est proprement fait et quasiment prêt. Si vous clouez ceci par-dessus, les mouches n'entrent plus. En cas d'utilisation, vous n'avez qu'à le replier. Ce qui fait la force des soldats de Rommel, l'Africa Corps, c'est leur rapidité à manœuvrer. Ils ont peu de loisirs pour s'adonner aux joies de la construction de latrines. L'Africa Corps sortait dans le désert, déféquait n'importe où et rentrait. Ça faisait venir des mouches qui se posaient sur la nourriture et vous attrapiez rapidement la dysenterie. Après cela, pas besoin d'ennemis pour mettre des centaines d'hommes hors de combat. Aller aux toilettes, c'est important, surtout pour des soldats en plein désert. L'armée de Rommel est diminuée par la maladie. Lui-même n'est pas indemne. Son estomac et son foie le font souffrir. Ses médecins veulent le mettre au repos, mais il refuse. Il veut d'abord en finir une bonne fois pour toutes avec Montgomery. Mais alors même que Rommel réfléchit à son prochain coup, Montgomery revient sur sa décision et envisage d'attaquer. Après des semaines d'entraînement, ses troupes sont au mieux de leur forme. C'est alors qu'il reçoit des Américains la pièce manquante du puzzle. Voici le Sherman, probablement le meilleur char de la Deuxième Guerre mondiale avec ses 3 mitrailleuses et son canon de 75 mm. Il tire des obus très rapides et très perforants. Il peut donc servir de pièce d'artillerie en appui de l'infanterie ou comme arme anti-char. Il est très facile à conduire et sa vitesse maximale approche les 40 km/h. Montgomery disposait enfin d'un char pour partir à l'assaut des Allemands. Chargez! Avec ses 300 Sherman et les renforts en hommes, Montgomery dispose à présent d'1 millier de chars contre 500 pour Rommel et de 200 000 hommes contre les 100 000 de Rommel. Mais ravitailler en eau et en nourriture ses armées en plein désert est un véritable tour de force. Montgomery dispose d'un avantage considérable. Il se trouve à proximité des ports qui le ravitaillent. Rommel a quant à lui beaucoup de difficultés à obtenir pour ses hommes des vivres, du carburant et des munitions. À mesure qu'il avance en Égypte, il s'éloigne des ports libyens qu'il contrôle. Ses itinéraires de ravitaillement s'allongent dangereusement. L'aviation britannique bombarde ses navires ravitailleurs et rend l'approvisionnement de son armée encore plus problématique. Rommel espère toujours que quelque chose se produira. Le bon sens veut que l'on garde des voies d'approvisionnement aussi courtes que possible et que l'on ne s'éloigne que si l'on est sûr de pouvoir rester ravitaillé. Mais Rommel va prendre de gros risques et beaucoup dépendre de l'approvisionnement qu'il capturera à l'ennemi. Mais en cas d'échec, il s'expose à de gros problèmes. Une armée avance mal avec l'estomac vide. Lorsque la nourriture vient à manquer, les rations des troupes italiennes et allemandes de Rommel deviennent beaucoup moins variées.
Ça ressemble terriblement à du thon, mais c'est de la viande. AEM, Alimento Militare. Une viande très étrange. Exactement. Les Allemands avaient surnommé ça du Altmann, du vieil homme. Et les Italiens appelaient ça de la fesse de Mussolini. Voici des biscuits militaires. Ils ne pourrissent jamais et se conservent très longtemps. Les Allemands les surnomment les plaques de ciment. Les hommes de Montgomery sont mieux nourris. Voici la ration britannique. C'est du steak en conserve. Un bon steak pour les soldats. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la ration de légumes. Cette viande est délicieuse et pleine de protéines. Elle vous apporte des quantités d'énergie. Dans les légumes, on a des haricots, des petits pois, des carottes et des pommes de terre. C'est de la vitamine C et des fibres. J'aime beaucoup ça. Passons à la ration italo-allemande. Ça ressemble aux rations de survie. Ça a l'air déjà périmé. On trouve des protéines, mais pas de légumes qui sont pourtant indispensables. Pour l'aspect, ça vient en deuxième position. Et pour le goût, ça vient en cinquième position. On dirait un bout de ferraille. Il faut avoir vraiment faim pour manger ça. Cela a un effet sur le moral des hommes. Ils n'auront pas du tout envie de faire le boulot qu'on leur demande. Avec cette nourriture et un approvisionnement en carburant étranglé par Montgomery, qui dispose de plus d'hommes, de chars et d'avions, la guerre éclair de Rommel marque le pas. Il doit innover. La chance a tourné et Rommel doit changer de tactique. Il renonce aux attaques éclairs et se retranche en défense. Il va attendre que Montgomery vienne à lui. Certains pensent que Rommel est bon pour la guerre de mouvement et rien d'autre. Mais il prouve, en prenant cette position défensive à El Alamein, qu'il est aussi un maître de la guerre statique, de la guerre défensive. Le dispositif défensif de Rommel comporte deux immenses champs de mines de 61 km de long et distants d'1 kilomètre, qu'il a surnommés les Jardins du Diable. Ces hommes posent d'autres mines entre les champs pour créer des couloirs. Les hommes et les chars qui franchiraient le premier champ seraient conduits par ces itinéraires vers l'autre champ de mines, où les attendent les tanks et les canons de 88 de Rommel. Dans la guerre de blindés, les champs de mines n'ont pas vocation à être infranchissables. Vous savez que l'ennemi finira par traverser votre champ de mine. Mais il sera, premièrement, obligé de progresser dans un couloir. Vous pouvez défendre ce couloir pour éliminer l'ennemi qu'il franchit. Deuxièmement, votre ennemi sera retardé, et vous pouvez profiter de ce retard pour regrouper vos forces à l'endroit où l'ennemi pénètre. Ce sont des éléments essentiels du plan de Rommel. Pour contrer Rommel, Montgomery ouvre une école de démineurs où ses hommes s'entraînent à repérer et à désamorcer les mines allemandes. Tâtonner avec une baïonnette à la recherche de mines est un travail lent et dangereux. Les hommes sont trop légers pour déclencher une mine anti-char, mais ils risquent de marcher sur une des mines antipersonnelles meurtrières de Rommel. Je viens d'enterrer une reproduction de ce que l'on appelle une mine bondissante. Il s'agit d'une mine antipersonnelle qui se déclenche lorsqu'un soldat marche dessus. En voici une que je n'ai pas enterrée. Vous pouvez constater qu'elle se compose de deux récipients. Une petite charge de poudre est mise à feu rapidement lorsque l'on appuie ici. C'est cette mine-là qui provoque les dégâts. Elle est projetée à peu près à hauteur de taille
Elle contient de l'explosif et des billes d'acier d'1 centimètre. Ce sont elles qui tuent le soldat et ses camarades dans un rayon de 50 mètres. Et même si vous êtes plus loin, vous allez souffrir. Sidney Holford fixe sa boîte pleine de billes d'acier et de poudre à la hauteur à laquelle exploserait une mine bondissante pour tester ses effets. Mise à feu! 4, 3, 2, 1. La puissance de l'explosion projette les billes d'acier à travers le soldat et dans les rochers environnants, ce qui nous donne une idée de l'étendue de son pouvoir meurtrier. C'est une méchante blessure. On observe une série de projectiles dans la région du bassin. Un à l'intérieur de la jambe. C'est une arme horrible, comme la plupart des armes. Une fois ces mines posées, Rommel attend Montgomery pour le deuxième round. Mais il finit par payer son refus de suivre les conseils des médecins. Rommel est à ce moment-là un homme très malade. Sa tension artérielle est très basse et il est victime de syncope. Il souffre de dysenterie et de problèmes stomacaux. Il reste parfois alité toute la journée. La guerre du désert l'a épuisé physiquement et mentalement. Alors, et contre sa volonté, ses médecins le forcent à revenir en Allemagne pour bénéficier de soins médicaux appropriés. Pendant que Rommel quitte le théâtre des opérations, Montgomery prépare son prochain coup. Il veut faire croire à l'armée des Panzers qu'il attaquera au sud, alors qu'il regroupe le gros de ses forces pour frapper au nord. Mais comment camoufler une telle armée dans un désert où l'on est visible à des kilomètres à la ronde? Montgomery fait appel à cet homme. Maskelyne le Magnifique, le maître de l'illusion, un magicien professionnel britannique. Quand la guerre a éclaté, il a rejoint le corps du génie et monté une unité baptisée le Gang des magiciens. Leur tâche consiste à créer illusion et confusion sur une grande échelle. Maskelyne s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire disparaître quelque chose dans le désert, mais qu'il pouvait le faire passer pour autre chose. Il fallait faire croire que l'armée des blindés du Nord avait disparu. Voici comment il s'y est pris. On commence par une armature que l'on habille de toile de jute sur laquelle on peint des vitres et des roues. Même si ce n'est pas convaincant de près, de loin, à travers une brume de chaleur, ces chars passent pour d'inoffensifs camions de transport. Une fois son armée principale déguisée, Montgomery laisse quelques troupes au sud pour lancer des attaques de diversion. Puis, il réunit ses hommes. À présent, nous sommes prêts. La bataille qui va commencer sera l'une des batailles décisives de l'histoire et le tournant de cette guerre. Le monde entier nous observera avec angoisse pour connaître l'issue du combat. Nous pouvons lui répondre dès maintenant, cette issue nous sera favorable. Le 23 octobre 1942, Montgomery prend les forces allemandes et italiennes par surprise avec un pilonnage d'artillerie intensif. On raconte que le bruit était si fort que les oreilles des artilleurs saignaient. 1200 canons britanniques bombardent les positions italiennes et allemandes et on nous raconte qu'au même moment, Montgomery va se coucher et s'endort. C'est ce qu'il dit. Je peux vous certifier qu'il est impossible de dormir sous un barrage d'une telle intensité. C'est pourtant le mythe que Montgomery a construit. C'est étudié. Il nous dit « Je suis détendu, je suis prêt, reposé et je peux commander la bataille ». Le plan de Montgomery est ambitieux. Il veut traverser les champs de mines de Rommel en une seule nuit. Les démineurs ouvrent la voie et créent 2 couloirs de seulement 7 mètres de large destinés aux chars. C'est l'opération pied léger, parce que les hommes ne doivent pas déclencher les mines bondissantes.
Quand ils ressortiront, les Britanniques attaqueront l'infanterie de Rommel pour provoquer une confrontation avec les divisions de Panzer. Montgomery utilisait là des tactiques de la Première Guerre mondiale. Un barrage d'artillerie puissant, une diversion au sud pour persuader Rommel qu'il passera par le sud alors que la grande poussée se fera au nord. En provoquant la confusion de Rommel avec les tirs de barrage et les diversions, il espérait le persuader de ne renforcer aucune zone en particulier, ce qui lui laissait l'opportunité de percer à l'endroit choisi en 24 heures. Ce sont presque 5000 hommes du bataillon des Highlands qui ouvrent la voie à l'infanterie à travers les champs de mines. Un joueur de cornemuse accompagne chaque compagnie. Duncan McIntyre est l'un d'eux. Il a 19 ans. Les hommes ont ordre de ne pas s'arrêter pour les morts et les blessés. Duncan s'écroule. On récupérera son corps plus tard, ses doigts encore crispés sur son instrument. Les pertes sont lourdes. Les Allemands et les Italiens répliquent par un déluge de feu. Les chars de Montgomery se retrouvent enchevêtrés en tentant de passer par les couloirs étroits des démineurs. Ils deviennent des proies faciles pour les canons de 88 et les tirs de l'aviation. Les couloirs sont juste assez larges pour vous laisser passer. Si vous partez un peu vers la droite ou vers la gauche, si le pilote dérive un peu, vous vous dites « bon sang, je vais rouler sur une mine ?» On n'arrive pas à voir correctement à cause du char devant vous qui projette du sable et vous allez très vite. Si vous n'êtes pas énormément prudent et très chanceux, cela tourne au chaos dans ces couloirs. Vous êtes effectivement très vulnérable et vous vous sentez très vulnérable dans ces boîtes de fer. Les tankistes des Sherman de Montgomery sont particulièrement vulnérables. Ces chars ont un défaut meurtrier. Ils s'embrasent facilement. Le tank Sherman était surnommé le four à roast-beef par les Allemands et même le briquet par les Alliés pour sa facilité à s'enflammer. Le moteur à essence dégageait beaucoup de vapeur et les munitions à bord étaient mal stockées. Nous allons essayer de calculer combien de temps il faut pour évacuer l'un des chars. Nous avons appelé en renfort l'équipe de rugby locale. Salut les gars, montez. Le premier à entrer, c'est le copilote. Quand le char était touché par un obus, il fallait l'évacuer le plus rapidement possible. Le tireur vient juste d'entrer et voici notre chef de char. Il y a 5 personnes dans ce char. « 5 secondes, le chef de char est sorti. 8 secondes, le chargeur est dehors. Et le tireur, voici le copilote. Et le mitrailleur sort maintenant du char. 20 secondes, c'est le pilote qui sort maintenant. C'est le dernier membre de l'équipage, ce qui nous donne 38 secondes. Mais quand le char commençait à bouillir, vous n'aviez probablement que 15 secondes pour sortir. Cela signifie que vous et vous y seriez restés. C'est la triste réalité que ces hommes devaient affronter chaque jour. Les chars britanniques se sont enlisés dans les champs de mines de Rommel. Montgomery découvre à son réveil qu'aucun de ses chars n'a réussi à passer. Son plan est en train de tourner à la débâcle. À son réveil, on lui annonce « on est coincé ». Je pense qu'il devait s'y attendre un peu, mais il a quand même dû être déçu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Pendant que Montgomery évalue l'ampleur du désastre, c'est le chaos dans le camp allemand. Le général Stumme, qui remplaçait Rommel, a succombé à une crise cardiaque durant le bombardement. Hitler annule la convalescence de Rommel
et lui ordonne de revenir dans le désert. Rommel rentre et il envoie un message jusqu'au plus bas niveau de son armée. « Je suis rentré, signé Rommel ». Cela a évidemment un effet électrisant sur le moral des Panzerdivisions. Après une seconde nuit de tentatives de percée infructueuses, le plan de Montgomery bat de l'aile. Ses chars sont coincés. Et le renard du désert est de retour. La situation des Allemands s'améliore, mais en face, le plan de bataille de Montgomery s'effondre. Il ne maîtrise plus la situation, il est donc forcé d'improviser. Mais il ne se décourage pas pour autant. Il veut anéantir Rommel dans une guerre d'usure. Il peut y consacrer plus d'hommes et plus de chars, et il dispose d'un avantage supplémentaire si le duel se prolonge. La moitié des morts sur un champ de bataille est due aux hémorragies. La rapidité des soins est vitale, comme l'explique le professeur Harold Ellis. Ce récipient contient 5 litres de liquide. C'est le volume de sang d'un jeune soldat en pleine forme. S'il est blessé, il peut perdre un demi-litre sans danger. S'il perd 2 litres, cela devient très dangereux. Si rien n'est fait très rapidement, cette hémorragie lui sera fatale. Sur le champ de bataille, une agonie ne dure en général que 30 minutes. Mais le système de transfusion allemand est lent et compliqué. L'infirmier introduisait une aiguille dans la veine du donneur, la reliait par une seringue à une veine du receveur, puis l'infirmier aspirait le sang du donneur, fermait le robinet, l'envoyait au receveur, tournait le robinet. C'était très lent. Et cela exigeait surtout des donneurs qui ne pouvaient plus combattre les Britanniques. Les Britanniques ont une approche différente. Ils n'ont pas besoin de donneurs, car ils apportent les flacons de sang sur le front. Vous introduisiez l'aiguille dans le receveur, vous suspendiez le flacon à un arbre, par exemple, et vous laissiez le sang couler. Il était possible de transfuser 20 ou 30 soldats en même temps sous la surveillance d'une ou deux personnes. Cela a permis de sauver énormément de vies. Grâce à de meilleurs secours et à une supériorité numérique, Montgomery pense pouvoir briser la résistance de l'ennemi. Mais ses chars sont toujours coincés dans les champs de mines de Rommel. Il les fait se replier et lance une nouvelle attaque contre Rommel près de la côte avec ses troupes australiennes et une division blindée. La situation de Rommel est grave, car il ne dispose plus que de 3 jours de réserve, surtout en carburant. Rommel est confronté à un dilemme. La plupart de ses chars sont au sud. S'il les place au nord vers la côte, ils n'auront plus assez de carburant pour revenir si Montgomery lance une nouvelle offensive. Son instinct lui dit que l'attaque principale a lieu au nord. Et il ordonne à ses réserves de monter au nord. C'est une décision vraiment très courageuse. Les troupes australiennes de Montgomery se battent comme des lions près de la côte sous les assauts répétés des hommes de Rommel. Percival Gradwick, un chercheur d'or australien, fait partie de ces soldats. Lorsque le commandant, le lieutenant et le sergent de sa section sont tués, il en prend le commandement. Il attaque une position ennemie avec 2 grenades, puis tue les survivants dans les décombres. Il meurt alors qu'il monte seul à l'assaut d'un autre poste. Il recevra la Victoria Cross à titre posthume. C'est ce courage brut, pense Montgomery, qui permettra de remporter la bataille à El Alamein.
Le renard du désert va-t-il se retourner et mordre? Montgomery est persuadé que son plan fonctionne de nouveau et que sa guerre d'usure met Rommel à genoux. Au cours de ces terribles duels, le talent de Rommel, ses manœuvres, ses encerclements sont sans effet. Seul compte la puissance de feu, et l'armée de Montgomery est 2 fois plus nombreuse. Rommel est inquiet. Chère Lucie, je n'ai plus beaucoup d'espoir. La nuit, je reste les yeux grands ouverts, incapable de dormir avec ce poids sur mes épaules. La journée, je suis épuisé. Que se passera-t-il si les choses tournent mal ici? Cette idée me tourmente jour et nuit. Si c'est le cas, je ne vois pas d'issue. La décision de Rommel de concentrer ses forces en un seul point l'a rendu vulnérable. On peut dire que Rommel a mis tous ses œufs dans le même panier en envoyant ses forces au nord. Même si c'était la chose à faire, il ne peut pas être fort partout. Après 8 jours de combat, Rommel est à terre et Montgomery s'avance pour la mise à mort. Tandis qu'il pilonne les troupes de Rommel sur la côte, il lance une attaque dans les terres. Ce sera, dit-il, une méchante droite suivie d'un chaos du gauche. Montgomery donne ses ordres en personne. Il écrira plus tard « Ce plan de maître ne pouvait être écrit que par un maître. » Le plan fonctionne. Pendant que Rommel est cloué sur la côte, les chars de Montgomery enfoncent finalement un point faible dans ses défenses. Rommel est réduit à l'impuissance. Il est très probable que ses forces auraient pu être entièrement détruites et annihilées sur place. Rommel demande à Hitler la permission de battre en retraite. Hitler en personne lui donne l'ordre de rester exactement là où il est et de ne pas céder 1 mètre de terrain. Jusqu'à cet instant, Rommel avait considéré Hitler comme une sorte de génie militaire. Lorsque Rommel reçoit cet ordre, il devient furieux devant son état-major. Il tempête et hurle que les conseillers du Führer sont devenus déments, que le Führer est devenu dément et que cet ordre est complètement fou. Rommel se bat encore une journée, puis ordonne la retraite en dépit des ordres d'Hitler. La bataille est terminée. Rommel n'a conservé que 11 chars sur 500. 30 000 de ses hommes, soit 1/3 de son armée, ont été capturés par Montgomery. Rommel ramène les vestiges de son armée à la frontière égypto-libyenne. C'est là qu'il apprend que le général Patton a débarqué avec les troupes alliées au Maroc et en Algérie. Il est pris au piège. Grâce à Montgomery, les Britanniques obtiennent leur première victoire d'envergure. L'Égypte et les champs pétrolifères du Moyen-Orient sont sauvés. La fierté britannique est rétablie. C'est un Churchill jubilant qui ordonne de faire sonner toutes les cloches de Grande-Bretagne pour la première fois depuis le début du conflit, 3 ans auparavant. Churchill était évidemment sur un petit nuage à cause de tout ceci. Toutes ces célébrations dans le pays, ces cloches qui sonnaient, il y avait une telle jubilation. On pouvait y arriver. Churchill n'avait jamais cessé de le dire. On pouvait battre les Boches. On venait d'y arriver et on ne s'arrêterait que lorsqu'ils seraient totalement vaincus. Quel moment historique! Montgomery fut anobli après El Alamein et nommé plus tard commandant suprême en second des forces de l'OTAN. Il vécut jusqu'à 88 ans. Irvine Rommel s'échappa du désert
et continua à s'interroger sur la santé mentale d'Hitler. Après avoir participé au complot malheureux pour assassiner Hitler, il se vit offrir le choix entre le suicide et un simulacre de procès. Il se donna la mort en avalant du cyanure.